Enregistrement. Ok, donc bienvenue à ceux qui sont présents dans le local et puis bienvenue à ceux qui suivront la vidéo. Là c'est juste en fait une petite introduction au VHDL où c'est pour ceux qui connaissent pas en fait ce qu'est le langage VHDL et puis de savoir en fait un peu démystifier tout ça. Donc c'est pour ça que ça s'appelle VHDListe amer, parce que nos mamans sont un peu compliquées, donc c'est un peu de démystifier nos mamans. C'est un peu ça. Et puis aussi ça va avoir, on va dire, avec le fameux groupe français NTM qui est justement ta mère. Voilà. Bon bref, donc ça sera une intro au langage pour les systèmes numériques. Il faut simplement savoir que le VHDL est un système qui qui est fait pas pour les informaticiens, mais qui est fait en fait pour les électroniciens. C'est un langage qui permet en fait de convertir des petites puces en fait, de porte ou logique, bascule et des choses comme ça en fait en langage de programmation. Donc c'est le gros principe, c'est ça. Donc là juste hop là. Hop. Allez. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que veut dire VHDL? Donc excusez-moi de mon anglais, mais c'est Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description and Language. Donc en gros, c'est un langage de description et non de programmation. Donc en gros, on va simplement dire comment en fait on aimerait que notre hardware fonctionne et pas l'inverse. C'est vraiment un langage qui va aller sur des cibles hardware et non en fait c'est pas comme du Java ou du C ou des choses comme ça où c'est quelque chose qui ira sur du logiciel. Là, on est sur c'est un langage qui va s'implémenter sur une puce électronique. Important. Voilà. Donc, il faut savoir que le VHDL, en fait, a été mandaté par le département de la Défense aux États-Unis. Évidemment, ça vient généralement tous ces systèmes viennent de l'armée. Donc, en gros, ils voulaient un langage où en fait on puisse transposer ces fameuses portes logiques, que ce soit des portes OR ou des choses comme ça, sur on va dire en langage. Donc en gros ça a été développé, je crois qu'il y a une partie par IBM, il y a plusieurs entreprises qui se sont mis en fait dessus. Une fois que ce langage a été on va dire implémenté par l'armée, il a été dans les années 1990, il était en fait standardisé, donc c'est-à-dire qu'il y a des normes derrière qui sont là, surtout par la IEE. Donc ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce slogan, ce logo. C'est un institut qui va servir en fait à normer tout ce qui est les normes électriques et électroniques. Donc toutes les entreprises qui font de l'électronique en fait vont être aussi là-dedans, parce que c'est eux qui font les normes. Donc, en gros, c'est eux qui vont établir, on va dire par exemple pour du langage VHDL, pour qu'on parle de telle variable, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc ça, c'est aussi important. Ce langage, en fait, il n'est pas né comme ça, on va dire, des cerveaux des développeurs. Il est quand même axé sur le langage ADA. Donc c'est un langage qui est hyper typé, et là, c'est un langage, en fait, qui sort qui est plutôt software, mais qui était quelque chose de typé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une variable par exemple de type entier dans une variable de type flottant. Il faut des choses en fait pour pouvoir les convertir. Donc voilà pourquoi on parle aussi d'un langage extrêmement typé. Donc là, on va venir un petit peu sur la technologie, en fait, dire le langage c'est bien joli, mais évidemment comme c'est un langage qui est quand même fait pour des électroniciens, on veut du hardware. Alors il y a deux grandes familles, on va dire, qui existent. Il y a les PLD, il y en a peut-être certains qui ont déjà fait du VHDL le connaissent. En fait, c'est des logiques programmables, c'est-à-dire qu'on a un réseau de connexions, puis on va dire en fait, on veut dire telle connexion va être activée ou pas. Donc dans cette gamme de PLD, on va retrouver des PAL et des GAL, en fait, qui sont des systèmes assez vieux qui datent de 1980, à peu près les premières qui existent, où c'est justement ces réseaux de logique qu'on va pouvoir en fait activer ou non. Donc c'est-à-dire que, je vous montrerai après des images, on représente en fait un quadrillage, puis on veut dire on veut telle connexion, on veut pas telle connexion. Donc ça va être ça.
Après, on a les CPLD qui sont sur toujours le même principe, mais on va dire que ça devient sur des réseaux beaucoup plus complexes. On va parler de cellules aussi. Donc en gros, on va faire plusieurs cellules, puis ces cellules vont pouvoir être plus configurables, donc des équations, on va dire, de plus en plus compliquées. Et puis généralement, ce qu'on trouve actuellement, où ça devient de moins en moins cher actuellement, c'est les FPGA. Ici, ces FPGA, elles permettent en fait, c'est des réseaux, c'est comme une PAL, mais beaucoup plus, on va dire, complexe. On va pouvoir faire beaucoup plus de calculs, beaucoup plus de conversions, des choses comme ça. Donc généralement, maintenant, les PAL et les GAL, on va dire, sont quasiment plus utilisées, voire inexistantes. On peut encore en commander, mais ça devient super dur en fait à trouver le logiciel qui permet en fait de les programmer. Maintenant, on va surtout trouver des CPLD, des SPLD aussi, ça j'ai vu récemment, où justement ce qu'on va utiliser, il y a des FPGA, puis là on voit qu'il y a de plus en plus en fait un marché là-dessus. Je crois qu'il y a même Tiny FPGA qui est une façon un peu comme Arduino de faire ces systèmes-là. Donc voilà. Après, on a l'autre famille. Alors là, c'est juste un exemple pour dire, voilà, en fait, c'est l'intérieur d'une CPLD. Puis, c'est ces connexions-là qu'on va choisir. On va dire, voilà, on veut un signal sur un des ports. Par exemple, vous voyez qu'ici, si je viens là-dessus, par exemple là, on a différents ports. Ici, si je viens ici, là aussi. C'est des ports en fait de connexion, on aura nos vrais signaux en fait numériques là-dessus. Donc ça veut dire qu'on va entrer un signal qui va être de type 0,5 volts, non analogique. Donc ça veut dire que soit il peut être que de 0 volts ou de 5 volts. Et puis on va lui dire voilà, on veut en fait tel signal sur tel port. Puis ça va être configuré justement par le VHDL, par l'outil qui va nous permettre en fait de programmer ces CPLD ou CPLD plus exactement. Là, par exemple, on est exactement sur une FPGA, c'est un schéma bloc d'une FPGA. Donc, on a le système logique, on vient configurer en fait nos différentes entrées. Ici, ça va être un système qui va permettre de dire quelle entrée, en fait, c'est comme une sorte de MUX intelligent. Et puis là, on va lui dire simplement certains niveaux qu'on veut avec des horloges ou des choses comme ça qui va pouvoir configurer en fait notre monde. Il faut savoir que dans VHDL, on aura deux systèmes, peut-être ceux qui ont fait du numérique connaissent. Il y a le monde concurrent et le monde en fait séquentiel. Le monde concurrent, ça veut dire que ça se fait en parallèle. Il y a certaines actions qui vont toutes se faire en parallèle. Puis le mode séquentiel, ceux qui ont fait déjà un peu de C, ils savent que c'est une instruction après l'autre. Donc ça, c'est un gros avantage sur souvent quoi, de dire voilà, on peut faire plein d'actions en fait en même temps. Donc tout dépendra de la technologie qu'on va utiliser. Donc là, la deuxième famille, là on a vu la première qui était justement les PLD, et puis les deuxièmes c'est les ASIC, donc c'est Application Specific Integrated Circuit. En gros, c'est une puce que les fabricants vont en fait concevoir de A à Z, puis on veut dire en fait je veux vraiment telle caractéristique. Donc c'est-à-dire je veux par exemple avoir une ALU qui fasse tant de RAM ou des choses comme ça. C'est surtout fait soit pour des gros marchés, on va dire, par exemple la vidéo que je vais juste vous présenter tout à l'heure, ça va être par exemple une calculatrice. On en vend des milliers par exemple des calculatrices. Donc là on va peut-être utiliser un ASIC parce que comme il y a des milliers de marchés, ça va être rentable de faire une puce spécifique qui va faire en fait que du job de calculer en fait, des variables. On va utiliser des ASIC par exemple dans le milieu par exemple l'aéronautique. Pourquoi ? Parce que c'est des domaines qui sont tellement spécifiques qu'en fait on ne veut pas nos concurrents puissent, on va dire, soit copier le code ou faire du reverse engineering. Donc en fait on va spécifier exactement en fait ce qu'on veut dans la puce. Il faut savoir que c'est des développements qui en fait sont longs, qui durent plusieurs années. C'est qu'avant, il faut savoir qu'une fois que la puce est gravée, que c'est vraiment du gravage, on va plus pouvoir en fait la changer. Donc c'est-à-dire que s'il y a une erreur dans le code ou quoi que ce soit, en fait votre puce elle est morte. Donc en gros ça peut être des milliers de francs qui sont on va dire gaspillés. C'est pour ça que généralement dans ce type de fabrication et même en VHDL pour des FPGA, on incite toujours les gens en fait à écrire leur code, mais d'abord à faire de la simulation. En gros, comme on ne travaille qu'avec des circuits numériques, donc c'est que de la logique, c'est que des états qui doivent être soit 0 ou soit 1.
En gros, on va essayer nos outils qui permettent de comprendre en fait ce langage vont en fait essayer de voir si exactement à tel moment on a bien en fait ces signaux 0 ou 1. Donc ça c'est super important avant de passer justement à cette étape de gravage ou avant de passer en fait à la programmation. Alors sur les systèmes comme les PLD ou des choses comme ça, on a des systèmes en fait où on peut réécrire dessus. Donc en gros, on va dire cette phase de simulation n'est pas forcément super importante. Mais il y a des PLD justement qui ne sont en fait qu'une seule fois programmable. Donc là, on est aussi obligé de passer sur un système de simulation. Parce que même si le composant ne vaut pas trop cher, on va dire, voilà, on a une erreur, notre composant, en fait, il est inexploitable. Donc ça, c'est super important. Voilà pourquoi on insiste, les gens qui font du VHDL insistent sur cette partie simulation. Parce qu'à l'époque, on pouvait programmer qu'un seul PLD. Et puis, sur les ASIC, c'est des choses qui vont nous lier de front. Donc, on doit faire quand même attention. Les développeurs qui travaillent là-dedans doivent faire super gaffe. Voilà. Là, je vais juste vous présenter, si j'y arrive, une petite vidéo. L'ASIC est un concept de microprocesseur plutôt intéressant puisqu'il est conçu pour des applications répondant à des besoins spécifiques. Et pour cet épisode, on va justement voir en fait à quoi ça ressemble un ASIC. Je vais juste mettre un peu plus fort. Et ici, la masse. Et je distingue plusieurs blocs de circuiterie. Selon moi, celui-ci contient le générateur d'horloge, l'unité arithmétique logique et la table des registres mémoire qui est ici. Je vous montre un survol rapide, on verra plus de détails dans un instant. Ici au microscope, les différentes parties d'un ASIC. Ce bloc-là n'est autre que le bus par lequel transitent l'ensemble des signaux entre chaque organe du circuit. C'est a priori ici que se gèrent les entrées par les touches du clavier. On le voit là d'un peu plus près. Et le dernier que j'ai identifié est celui-ci qui est la matrice de transistor en charge de produire les signaux pour l'affichage à cristaux liquides. Et comme à chaque fois quand je vous montre des images de circuits intégrés, j'utilise un puissant microscope de surface Bresser et sa caméra de 10 mégapixels qui est particulièrement adaptée à ce type d'application. Voici maintenant quelques plans rapprochés, en état un grossissement de 400 fois, et vous aurez sans doute reconnu le bloc contenant les registres mémoire du calculateur. J'ai globalement été agréablement surpris par la qualité du design de ce processeur et je comprends finalement pourquoi le très puissant Texas Instruments a choisi ce modèle pour ce type de calculatrice. Donc ça veut dire qu'on voit la calculatrice, le PCB en fait il est super simple. Il y a quasiment rien. C'est ça qui a aussi impressionnant. On voit là parfaitement bien le tracé du bus de données et les interconnexions vers les différents organes de l'ASIC. On distingue aussi les différentes couches puisque tout n'est bien sûr pas sur le même plan. Ce sont des connexions superposées réparties sur au moins 3 couches, les transistors étant souvent sur les plus éloignés. Et la remarque que je peux faire aussi concerne son faible degré d'intégration. On a l'impression d'observer un design original datant plutôt de la fin des années 90, ce qui n'est pas du tout improbable. Il est vrai que ce modèle de calculatrice à 25 € ne nécessite pas non plus une puissance de calcul phénoménale. Voilà donc à quoi peut ressembler un processeur ASIC parmi tant d'autres. Qu'il y a dans un ASIC, mais je pense qu'il y en a 3. Ouais, okay. Il y en a un qui écoute la vidéo, c'est cool. Merci. Voilà. Ok, je vais juste la finir. Allez. Voilà. Je vais venir sur la présentation. Hop. Voilà. Ok. Donc je continue. Ça c'était simplement une présentation sur la partie hardware. Dire là pour l'instant, on va me dire ouais mais je fais pas de programmation, il n'y a rien. C'est juste dire le hardware c'est ça. C'est les types où on va pouvoir utiliser le VHDL. Est-ce que je continue? Oui. Parfait. Ok. Donc en gros voilà, c'est la fameuse question, à quoi ça sert le VHDL? Donc en gros c'est dire vous avez ces fameuses petites puces. Hop là. Je reviens là-dessus. Hop, ici, on a plein de portes, en fait, bascules, les portes, les bascules des mémoires, puis en fait, on va les intégrer les unes aux autres. Donc en gros, l'électronique des années 70-80, c'était ça, c'était d'utiliser en fait toutes ces portes, puis de faire en fait de l'électronique numérique. Puis on s'est rendu compte que plus le système est complexe,
plus on utilise de composants, en fait, plus on utilise de place. Donc en gros, on se retrouve avec des cartes, je ne veux pas dire d'1 mètre sur 1 mètre, ce serait quand même un peu exagéré, mais on arrive quand même à des cartes de 50 cm sur 50 cm. Donc ça commence à venir gros. Donc plus on veut complexifier la chose, plus en fait, d'une certaine manière, il faut de l'espace. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il faut des cartes extrêmement grandes, et puis qui se dit carte grande dit perte de puissance dans les lignes de connexion, des choses comme ça. Donc c'est pour ça, les développeurs se sont dit, on veut quelque chose, en fait, on veut miniaturiser tout ça pour faire exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'on y est venu sur du code. Donc en gros, cette représentation de porte logique, en fait, on va la représenter en manière de code. Alors il faut savoir que quand on va faire un code en VHDL, on va passer par ce qu'on appelle la synthétisation, c'est-à-dire votre code de VHDL va être converti en fait en ces portes-là. Donc on va pouvoir, avec certains logiciels comme ModelSim, on va pouvoir en fait voir comment en fait votre programme va convertir en fait vos différentes lignes de code en fait en vrai circuit électronique. C'est-à-dire que lui il va faire il va faire cette conversion là. Il va prendre le VHDL, il va simuler en fait un vrai circuit électronique. Et puis en fait, on va plus le mettre dans plusieurs portes, mais on va le mettre en fait que dans un seul IC. Donc c'est ça en fait le but. Là, c'est-à-dire, à l'époque, on avait plein de C++, et puis on les mettait ensemble, ça faisait une circuiterie. Maintenant, en fait, on dit, on a un code, on va utiliser certains logiciels, comme Quartus, il y a Xilinx, dont les plus gros. Et puis, il va en faire un schéma électronique, mais logique, avec ces portes-là, ces bascules. Puis en fait, au lieu d'utiliser plein de composants, on n'utilise plus qu'un seul. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'au lieu de passer sur une plaque, on va dire de 50 cm sur 50, en fait, on a une puce, on va dire, de 3 cm sur 3 cm, voire même beaucoup plus petite. Mais c'est pour donner l'exemple. Donc là, on a vraiment le gain de place et justement, on a ce qu'on voulait. Donc on rapetisse en fait notre circuit et on arrive à quelque chose de super simple. Enfin, quand je dis super simple, au niveau hardware. Au niveau software, c'est autre chose. Voilà. Donc en gros, il faut savoir que le langage VHDL, c'est un langage qu'on dit typé. Donc, c'est-à-dire qu'un entier, il va avoir un entier, des floats, une chaîne de caractères. On va pouvoir faire des commentaires. Il y a justement cette notion de typage d'identificateur, c'est-à-dire qu'un signal ou une variable va pouvoir porter un nom. En gros, si j'ai un signal A, on va pouvoir lui donner la lettre A ou n'importe quoi. Il y aura aussi des mots-clés réservés, donc c'est-à-dire que certains mots comme if, then ou des choses comme ça ne pourront pas être utilisés. Puis on a aussi la chance d'avoir des librairies, donc c'est-à-dire que les systèmes qu'on va utiliser pour le développement vont nous faire appel à certaines librairies qu'on pourra en fait utiliser pour soit du typage, soit pour des conversions, des choses comme ça. Donc ça, on retrouve en fait dans quasiment tous les langages typés, on retrouve en fait le même principe de structure. Maintenant, il faut savoir pour qu'un fichier VHDL, donc avec un simple fichier, on peut déjà faire quelque chose. En gros, il nous faut des éléments indispensables. Donc en gros, ça veut dire il nous faut des librairies pour pouvoir dire notre fichier va être synthétisable. Une entité, c'est quelque chose qui va faire le lien entre la partie extérieure, donc ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire les lignes qui rentrent en fait sur la puce ou qui sortent. Et puis dire, il va avoir aussi une architecture. Donc en gros, l'architecture, c'est ce qui va dire comment en fait va se faire le programme d'une certaine manière. C'est toute l'intelligence à l'intérieur. Je vais vous montrer après un exemple justement de code, comment en fait c'est fait. Donc en gros, une entité, c'est ce que je disais, c'est le lien entre la partie externe, donc l'extérieur, dire il faut qu'il y ait des signaux en fait qui rentrent dans notre puce pour pouvoir agir dedans. Et puis c'est ce qui va faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur, donc c'est-à-dire l'architecture, c'est le cœur du programme, c'est-à-dire comment ça va se passer. Donc ici, sa composition, il faut un nom, et puis il faudra lui dire en fait quelles sont les entrées et les sorties. Par exemple ici, sur l'exemple que je donne, là vous voyez un schéma bloc
qu'est-ce que vous pouvez me dire, en fait, quels signaux seront des entrées, quels signaux seront des sorties, puis comment vous nommeriez cette entité, par exemple? Je vous écoute. Les entrées à gauche, les sorties à droite. Juste, donc en gros, si on voit P0, P1, P2, P3, ou Q0, Q1, Q2, Q3, ce serait pour les gens. Ça, c'est des entrées. En gros, ça sera des entrées, ouais. Et puis après, on a simplement, c'est si on les interconnecte ensemble, c'est-à-dire si on fait un chaînage de plusieurs, on va dire, comparateurs, on pourrait savoir dire tel comparateur était plus petit que l'autre. On peut les chaîner en fait ces composants là. Donc c'est pour ça qu'on a les pins 2, 3 et 4 sont en fait des éléments qu'on peut chaîner en fait ces nombres. C'est pour soit les nombres à virgule ou des choses comme ça. Ça va nous servir à ça. Donc ici par exemple, quel nom vous donneriez à cette boîte noire? Compte, par exemple. Comparateur 4 bits. Voilà, parfait. Exactement. Par exemple, ça pourrait être le nom de l'entité. Donc en gros, vous voyez déjà rien que en le prononçant comme ça, on a déjà créé une entité, on va dire, de manière orale. Mais c'est vrai que quand on va le coder, on va utiliser une entité qui va s'appeler par exemple comparateur. On aura plusieurs ports ou pins d'entrée, donc ce sera soit les P ou P1, P2, P3, ou Q, Q1, Q2, Q3, et on aura des sorties, par exemple les pins 7, 6 et 5, qui vont être en fait des pins de sortie. Donc ça, on va le configurer vraiment de manière hardware. C'est un peu l'exercice, enfin le petit côté live qu'on va faire après. Ici, il y aura l'architecture. Donc en gros, l'architecture, on a vu ce bloc, c'est-à-dire comment ça va se passer, c'est-à-dire on a des signaux qui rentrent, on a des signaux qui sortent, mais il faut bien les configurer d'une certaine manière. Donc en gros, de nouveau, il faudra un nom à donner à cette architecture. Donc ça sera peut-être comportement ou n'importe quoi. Il y aura peut-être des signaux, des variables à l'intérieur de cette architecture. On aura justement ce qu'on va appeler, soit on va faire du code concurrent, donc ça veut dire que c'est du code qui va se faire en parallèle. Donc toutes les instructions qui vont être lancées, elles seront en parallèle. Donc dès qu'on a un stimulé sur un signal, c'est-à-dire un signal qui change, toutes les variables, tous les signaux qui sont liés à ce changement d'état électrique vont être impactés. Donc ça veut dire que des équations vont changer et puis on va avoir quelque chose à la sortie. Autrement, on a ce qu'on appelle le système séquentiel, c'est-à-dire du code séquentiel, c'est une instruction après l'autre. Il faut savoir que quand on est en VHDL, au lieu que ça soit du C, quand on rentre en fait dans un système séquentiel, c'est que la première instruction qui a agi. Donc c'est-à-dire si on a plein de if, ou des else if ou des choses comme ça, on fait une incrémentation d'une variable, ça veut dire qu'on rentre dans le système séquentiel, on fait la première opération et on ressort. Puis on recommence, on va re-rentrer dans ce système séquentiel, on fait une nouvelle opération et on ressort. Ça ne veut pas dire, par exemple, si je prends l'exemple ici du if ou du else if, c'est pas parce qu'on a une variable en fait qui est, par exemple, on va incrémenter de 1 ou n'importe quoi, puis qu'on fait des tests, c'est-à-dire la première exécution va se faire, mais après s'il y a des tests qui correspondraient en fait à cette variable qui va changer, on ne fera pas le test. On la refera à la deuxième exécution qu'on va rentrer dans le bloc. C'est un peu des choses, il faut le pratiquer pour mieux le comprendre, mais c'est le gros, on va dire, pour ceux qui viennent du monde du software, quand ils viennent en fait à faire du VHDL, en fait ils comprennent pas forcément ce système-là parce que c'est vraiment un système comme on le ferait, on va dire, avec des composants électroniques. C'est comme le corps d'une boucle. Ouais, c'est comme le corps d'une boucle en gros. C'est-à-dire, mais on fait pas toutes les exécutions de la boucle, on revient dessus comme pour effectivement une boucle for ou des choses comme ça. C'est ça qui est le truc. Après on a des fonctions en fait. On va plutôt, j'ai mis pseudo-fonction, mais en fait c'est des process, c'est ce qui va permettre de faire cette notion de séquentiel. Puis on a des notions aussi de composants. Ça c'est dans les trucs les plus classiques, c'est-à-dire que, admettons là sur l'exemple que je montre, j'ai un affichage il marche toujours de la même manière. Après ça dépend ce qu'on veut mettre dedans, mais par exemple un affichage alphanumérique, ça sera toujours des lettres et des numéros. Donc en gros, on va dire que les signaux qu'on veut sortir seront toujours les mêmes. Donc ce qu'on va attaquer comme composant, ça sera toujours la même chose. Donc ici, je peux créer un composant que je vais pouvoir réutiliser
dans plusieurs projets. Un peu ça. Ici, c'est peut-être pour montrer, ben voilà, par exemple, on a ça, on avait notre comparateur. Ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle une table de vérité. En gros, ici, cette partie-là, si je viens, je trouve ma souris, toute cette partie-là, c'est dire, ben voilà, comment va se comporter mes entrées et mes sorties. Puis dire, ici, c'est les sorties qu'on veut. Puis on va en fait écrire ce comportement-là sur un système. Donc en gros, on va le coder vraiment. Donc c'est ça, pour un électronicien, il aura besoin de ça pour dire, ok, ma boîte noire, on voit qu'il y a des signaux qui rentrent, il y a des signaux qui sortent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, on peut voir que dans telles conditions, par exemple, si A3 est plus petit que B3, ça veut dire que plus grand, pardon, ça veut dire que A est plus grand que B, donc on va mettre en fait un niveau haut sur cette sortie-là, ainsi de suite. Donc en gros, on va comprendre comment marche cette table. Hop, si je reviens, si je reviens ici, on va comprendre comment marche cette table de vérité, et puis on va vraiment venir en fait au langage VHDL. Donc ici, ça c'est ce qu'on va, ça c'est là en fait la partie électronique de notre table de vérité. Donc si vous voyez ça, un électronicien il va dire ok, j'arrive à peu près à le comprendre. On va quand même mettre une quinzaine de minutes pour dire ok, si je mets tel signal là, qu'est-ce que ça va faire? En gros, c'est clair que pour quelqu'un qui n'est pas initié en fait à une porte logique, là on voit des portes NAND, on voit des portes NOR. On va dire, on n'a peut-être pas l'habitude de ça. Donc en gros, si on n'est pas électronicien, comment on fait? Ou comment on va comprendre ça? Justement, on va venir avec le langage VHDL. Et c'est là où ça va nous simplifier en fait l'histoire. On va en fait traduire ce schéma électronique en fait en un composant, on a un langage VHDL. C'est ça qu'on va faire un petit peu, ces quelques minutes là-dessus pour vous montrer en fait à quoi ça correspond. Ça marche? Donc là, pour ceux qui aimeraient, j'ai apporté en fait des cartes électroniques, pour ceux qui aimeraient se mettre un petit peu au VHDL, c'est des cartes en fait qui ont été faites par les TML, enfin la section OS, où justement on a implémenté une FPGA, c'est une vieille famille, c'est le Max 2, où en fait c'est une FPGA qui est, on peut faire déjà pas mal de choses, mais c'est pas le modèle qui est actuellement. En gros, on est dans de l'obsolescence. Après, justement ici, le logiciel qu'on utilise, évidemment, il y a pas mal de gens qui sont ici sur du monde Linux. Il faut savoir que ces mondes, en fait, ici, comme ça vient du hardware, ça vient du monde électronique. Le monde électronique, en fait, utilise plutôt Windows que Linux. Je suis désolé pour les Linuxiens, mais il se peut que, on va dire, certaines web editions ne marchent pas très bien. Justement, il y a eu la discussion tout à l'heure là-dessus. Donc voilà, il faut soit mettre une machine virtuelle pour ceux qui sont dans le monde Linux pour passer à un monde Windows. Malheureusement, voilà. Je vous ai mis aussi des liens sur la présentation pour dire il y a d'autres types de logiciels. Là, on travaille sur Quartus, qui est un éditeur, mais il y a Xilinx qui est dans l'autre plus gros éditeur de FPGA ou de CPLD. Généralement, il faut savoir que ces éditeurs en fait de développement fournissent quasiment le développement gratuit. Par contre, évidemment, c'est qu'on va devoir payer un peu plus cher la puce. C'est comme ça qu'ils font en fait leur business. Donc en gros, on pourra avoir des puces à 5 ou 10 francs, mais on va dire on aura un outil de développement qui est pas cher. Donc c'est ça qui peut être intéressant. On peut aussi faire que du développement, on va dire un simple traitement de texte comme Notepad++ par exemple. On peut faire déjà du VHDL, mais par exemple, on ne pourra pas le synthétiser ou on ne pourra pas le simuler. Par contre, ces outils-là, ici, je peux faire de la synthétisation et je peux faire, par exemple, de la simulation et de programmer, par exemple, nos cartes électroniques. Alors, je vais juste vous montrer déjà ici, déjà un code qui est déjà complètement fait. Alors, hop. Là-dessus. Voilà. Donc, je vais juste zoomer un peu plus. Voilà. Donc ici, il faut juste savoir, c'est un peu, comme je l'ai dit, on peut avoir des commentaires. Donc pour faire un commentaire, il faut simplement mettre deux traits l'un derrière l'autre et on a un commentaire. Donc là, toute cette zone-là, c'est ce qu'on appelle un canvas, c'est ce qu'on va dire, comme diraient certains, c'est du vieux système pour dire comment on fait un fichier.
Il faut juste savoir que le fichier VHDL, en fait, c'est un fichier .VHD. Donc en gros, c'est son abréviation. C'est comme si on serait dans du C++, bah, ça serait un .CPP. Là, c'est un .VHD. Ici, là, bah, justement, ça va être les librairies qu'on aura besoin d'utiliser. Donc généralement, c'est ce que je vous ai dit plus tôt dans la présentation. On a cette fameuse librairie IE. Donc c'est une standardisation où dans tout projet en fait VHDL, on a besoin d'utiliser cette librairie-là pour que en fait nos mots-clés, nos genre entité, e-sport comme ça, fonctionnent. Si on n'a pas cette librairie-là, en gros, notre code VHDL ne pourra pas se synthétiser. Enfin, le synthétiseur ne marchera pas. Il y a des gens qui utilisent une autre librairie que... Oui, on peut faire nos propres librairies. Là, déjà avec ceci, on peut faire pas mal de choses. Mais par exemple, il y a une librairie qui est utilisée pour soit ce qu'on appelle les calculs arithmétiques, donc tout ce qui est plus, moins, des choses comme ça, on va utiliser avec des variables, pas des signaux. Ou par exemple, ici, je veux avoir des éléments qui sont avec si je travaille en bus, en port numérique, on sait qu'une interprétation d'un bus avec un 0 sur le MSB ou un 1 sur le MSB, ça peut dire que c'est soit un chiffre négatif, soit ça peut être une valeur positive. Donc ça, on va lui dire, si j'utilise cette librairie-là, le unsigned, dire que toutes les variables que je mets vont être pensées positives, enfin, vont être positives. C'est-à-dire que nous, en tant que développeur, on dit, ok, je compte de 0 à ce que le type me permet. Mais je ne vais pas pouvoir avoir des valeurs négatives. C'est pareil, par exemple, ici, sur l'élément numérique, cette librairie ici, ça va me permettre en fait d'utiliser d'autres éléments que des bus numériques. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser la valeur 1, 2, 3, 4 ou des choses comme ça. C'est super important pour des calculs parce qu'évidemment, en tant que développeur, vous n'allez pas vous amuser en fait à convertir un nombre en binaire puis dire, je sais pas, si on a 24 bits, imaginez dire, bah voilà, si je change tel bit, ça va faire ci, ça va faire ça. C'est un peu compliqué. Donc on va plutôt utiliser des nombres. Donc on va pouvoir faire des conversions sur ces éléments-là. J'ai répondu à la question? Parfait. Autrement, il y a ici, c'est ce que je disais, il faut une entité. Donc en gros, ici, ça va être le lien entre les entrées ou les sorties physiques de notre système. Donc ici, par exemple, j'ai une clock, j'ai des switches, j'ai des segments, et puis voilà, là c'est simplement un signal que je peux sortir avec l'oscilloscope, aller mesurer en fait quelque chose. STD Logic, Alors STD Logic, en fait, c'est simplement, on peut soit utiliser la notion de bit, c'est une norme qui fait partie de la IE machin, pardon pour ne pas préciser laquelle c'est-à-dire on veut en fait des signaux, on va dire électroniquement numériques, c'est-à-dire qu'on peut soit avoir un signal à l'état bas, donc c'est du 0 volt, soit on peut avoir un signal à l'état haut, ça peut être soit du 5 volts, soit du 3,3 ou soit une autre alimentation, soit on peut aussi avoir ce qu'on appelle les tri-states, donc c'est un état en fait intermédiaire mais déterminé. D'une certaine manière, on lui imposera un level de tension quand même pour dire bah voilà, c'est ni 0, c'est ni 3 volts, ça peut être par exemple, je sais pas, 1 volt ou des choses comme ça. Mais on va le définir là-dessus. Si on n'utilise pas cette librairie-là du STD Logic, ça veut dire qu'on a en fait que deux possibilités, c'est soit 0 volt, soit en fait du 3,3 ou du 5 volts ou des choses comme ça. C'est ça que ça veut dire. Et puis là, en fait, on va pas, c'est une bonne question, sur cette notion-là, en tant que développeur, je vais juste voir ici, voilà. Si je trouve un signal ici, là, je vais simplement mettre l'état ici, soit à 0 ou soit 1. En fait, le développeur, quand il va coder, il va simplement dire soit mon état à 0, c'est 0 volts, ça sera la valeur 0, ou soit par exemple si c'est du 3,3 ou du 5 volts ou des choses comme ça, il mettra simplement en fait la valeur qui a de 1 pour dire c'est un état à 1. Si je viens ici sur le projet, sur les settings, si je viens sur le device, ici on peut voir en fait à quelle notion en fait travaille le système. Par exemple là on est sur une alimentation 3,3, donc ça veut dire que mon 1 logique il va travailler sur du 3,3 volts, et puis que mon GND par exemple il va être sur du 0 volts. On pourra avoir, il existe maintenant des chips qui font de l'analogique et du numérique en même temps,
où on pourrait lui dire, bah voilà, telle valeur numérique, par exemple mon 0 volt, ça peut être du moins 3,3 volts par exemple. Ça c'est possible. Hop là. Tac. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait. Donc ici, simplement, là on va créer simplement notre entité. Ici on peut utiliser justement des valeurs, genre des constantes. Là je vais vous montrer simplement quelques formes. Effectivement, on voit qu'ici, il y avait la notion de type std logic. Là, on voit en fait, c'est la notion de std logic vector. Donc, ça veut dire que c'est un bus que je vais travailler. Là, on voit que c'est un bus en fait qui a 20 ports. Donc, 0 à 19, ça fait 20 ports en fait au total. Et on voit en fait que je ne suis pas forcément obligé de lui donner une valeur binaire, mais je peux lui donner par exemple une valeur en hexadécimal. Par contre, ici, je ne peux pas lui donner une valeur, par exemple, je vais mettre 1324. 1024, je peux pas lui donner. Pourquoi? Parce que j'ai pas la bonne librairie qui peut me permettre en fait la conversion. Je dois utiliser en fait un système pour lui dire ma valeur numérique va être convertie en fait dans un type qui va le correspondre. Parce que par exemple les 1024 que je vais mettre par exemple dans cette variable là, c'est un type entier. Donc ce type entier, c'est pas un type std logic vector. Donc c'est aussi pour ça qu'on appelle que le langage VHDL est un langage hyper typé. C'est que je ne peux pas mélanger en fait un entier avec un bus de terrain par exemple. Parce qu'un bus de terrain, c'est des signaux qui vont de 0 à 3,3 volts. Une valeur entière, c'est rien d'une certaine manière. C'est une valeur numérique. Donc en gros, voilà, je ne peux pas mettre ça, faire une corrélation en fait ici. On doit utiliser justement les librairies, la IEE, pour dire ce type, je veux le convertir en fait en std logic, et là je pourrais travailler. Donc ça c'est faisable, on va dire, je ne vais pas vous présenter ça ce soir, mais ça se fait. Donc ici, hop là. Là on peut voir qu'on a la notion de signal. Un signal en fait ça n'a rien à voir avec l'entité. L'entité, vous êtes d'accord, c'est des choses qui rentrent en fait dans notre bloc noir. Un signal, ça veut dire que c'est des interconnexions qui vont se faire dans le bloc noir. Donc en gros ce signal, je peux très bien dire qu'un port va sur un signal va aller sur une sortie par exemple. Des choses comme ça, ou le signal peut faire du rebouclement, des choses comme ça. Un port, en fait, il peut être soit utilisé qu'une seule fois, soit en entrée, soit en sortie. Donc ici, il y a aussi un concept de programmation qui est aussi un peu différent. Donc c'est dire, entre guillemets, si on va assigner ce qu'on appelle une assignation, quand je vais dire mon signal de sortie A va prendre telle valeur, ça veut dire en fait qu'il ne pourra pas prendre une autre valeur à un autre moment donné. Il faudra faire en fait une équation là-dessus pour dire il faudra imaginer tous les moments en fait ce signal va changer. Donc ça c'est aussi une grosse différence entre un langage on va dire type logiciel. Là on est vraiment dans le type hardware. Et là c'est clair qu'il faut de l'expérience. Enfin, c'est pas de l'expérience, il faut de l'entraînement pour commencer en fait à comprendre ces concepts-là. Donc ici il y a la notion de composant, c'est-à-dire que c'est d'autres entités que j'ai utilisées pour en fait créer des composants puis de les mettre ensemble. Donc ça on peut faire du code purement code, puis on peut les réutiliser de gauche à droite. Donc ça c'est ce que j'ai fait aussi un petit peu. Puis là on y arrive, hop là, c'est là que je voulais vous montrer. Là on a l'architecture. Donc l'architecture, on va lui dire ici, elle porte son nom, justement c'est ce qu'on a vu un petit peu avant. Donc par exemple ici comportement miroir qui fait partie, en fait cette architecture va être liée à miroir qui est l'entité. Donc ça veut dire les signaux d'entrée-sortie. Puis là, ça va être ici, comment en fait agit, c'est le cœur du système, comment en fait on agit dans le système. Donc là, on peut voir que, par exemple, le bus est à segment 1, il va prendre une certaine valeur. Donc ça veut dire qu'à tout moment, ce bus-là aura cette valeur-là. Ici, c'est ce qu'on appelle les process. Donc on est dans du mode séquentiel. Là, on est dans, si je reviens ici, on est dans un mode concurrent, donc c'est-à-dire chaque fois que je vais avoir un événement sur ce bus, ça aura cette valeur-là. Par exemple ici, chaque fois qu'on aura en fait un événement sur la clock, on va rentrer dans ce process-là. Mais ici, ce process, c'est-à-dire que cet élément-là va être conditionné que quand en fait on correspond à cette valeur qui est ici. Donc là, pour l'instant, ça c'est un code un peu compliqué. Compliqué. C'est un montant, ça. Ouais, c'est un flanc montant, c'est juste dire pour ceux qui n'ont pas la notion du VHDL, voilà, je vous explique pas encore ce que c'est. Mais dire, voilà, en fait, ce qu'on peut
imaginer de faire. Donc là, on a plusieurs process. Ces process-là, il faut imaginer qu'ils vont être en parallèle. Ils vont fonctionner en mode parallèle. Et après, en fait, à l'intérieur de ces process, on aura du séquentiel. Hop là. Là, ici, c'est simplement c'est des ports. Ici, c'est comment j'utilise mes composants et quels signaux je peux entrer en fait dans mes composants. Voilà un petit peu. Je vais juste voir si je trouve quelque chose d'un peu plus... Non, là, on est toujours dans les process. Est-ce que j'ai du code concurrent? Voilà, par exemple, ici, c'est comment en fait je peux convertir une constante en, par exemple, ici, en une valeur numérique. Ici, je reçois en fait un bus. Dire ce bus, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 0, c'est des 0 et des 1. Puis en fait, je veux la convertir en valeur numérique parce que c'est 0 et c'est 1. C'est super dur en gros à dire comment je vais interpréter ce nombre binaire. Donc j'ai la possibilité avec certaines librairies de dire ce nombre binaire, je veux le convertir en fait en une valeur, on va dire numérique, qui est compréhensible, on va dire par l'être humain d'une certaine manière. Donc c'est plus simple de travailler avec des 0, des 1, des 3, des choses comme ça, que forcément avec des éléments binaires. Je peux faire exactement la même chose ici, j'ai une valeur de type entière, et je veux la convertir par exemple en 4 bits, et puis là j'aurai en fait un bus de terrain qui va me... Là tu peux écrire Rising Edge à la place d'écrire si c'est un événement et que c'est passé un. Alors là justement, non, il n'y a aucune différence. J'ai fait le test aussi en simulation, tu vois aucune différence. Mais c'est qu'on a les deux possibilités de le faire. Ici par exemple, si j'aurais pas certaines... Ça c'est lié en fait à une des librairies. Si j'ai pas cette librairie là, je peux pas en fait, je devrais utiliser l'autre notion, donc c'est-à-dire de savoir si mon signal est sur un événement et puis quel événement c'est, si c'est 1 ou si c'est 0. Une notation simple quote event. Ouais. Elle est équivalente à Rising Edge de... Oui, si je reviens ici, hop là. Là, si je reviens là-dessus, donc cet élément-là, voilà, celle-ci ici, voilà. Là, ça veut simplement dire qu'on a notre clock, on a un événement, donc c'est-à-dire que notre signal peut passer soit à 0, soit à 1, donc c'est pas en fait réellement déterminé. Puis là, on va lui dire l'autre condition, ça veut dire qu'une fois qu'on a détecté cet événement, l'événement qui est juste après, c'est un 1. Donc là, on sait qu'on travaille sur un flanc montant. Si, admettons, je voudrais un flanc descendant du signal, il faudrait que je mette 0, par exemple. Donc ça, cette instruction-là, effectivement, elle est pareille, en fait, à cette instruction-là. C'est exactement la même. Par contre, c'est si je n'ai pas la librairie pour celle-ci, je ne pourrais pas l'utiliser. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? C'est que c'est un peu nébuleux, mais c'est normal. Je vais juste passer maintenant pour dire de reprendre ici. Donc là, je travaille sur l'outil. J'ai pas envie de vous présenter, on va dire, l'outil parce que c'est pas forcément super intéressant, mais juste d'essayer ensemble, on va faire de créer l'entité puis une partie en fait de l'architecture. Donc, je vais juste aller ouvrir maintenant un nouveau projet. Hop là. J'ai déjà commencé. Hop. Voilà. Ici. Donc là, j'ai déjà fait en fait un fichier. Tac. Et puis là, en fait, on voit qu'il est nul. Donc en gros, j'ai déjà créé un fichier .vhd, qu'on voit ici. Mais maintenant, il n'y a rien. Puis en gros, je vais juste vous distribuer pour ceux qui sont là, si ça intéresse. Hop là. En fait, c'est le datasheet du composant. Hop. Là, ce que je vous distribue, en fait, il y a le composant lui-même, plus il y a le schéma de la carte. Donc en gros, je ne sais pas s'il y en a un qui a envie de venir taper au clavier pour voir un peu comment on fait, on va dire, on construit une entité, une architecture. Est-ce qu'il y a un volontaire? C'est quoi ton clavier? C'est du QWERTY. Ouais. Ouais, ça fait. Là, c'est. On va dire. C'est. Parfait. Ouais, c'est un peu ça. Attends, si jamais t'arrives à distribuer encore ça. Ah, bien sûr. C'est ceux qui veulent la carte électronique, c'est le schéma de la carte. Ouais, vas-y.
Là, si jamais le deuxième document, c'est le schéma de la carte, en fait, que j'utilise pour cette petite démo. Bah, assieds-toi, Annie. Donc s'il y en a qui ont envie de recréer de manière hardware cette carte, ils peuvent s'en aller. Parfait. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire en premier? Si vous avez bien suivi, on va dire, ma petite présentation. D'éclairer les entrées et sorties. Alors oui, mais juste avant ça, écrire les livres. Donc en gros, on va tricher un petit peu. Parfait. Si jamais tu peux juste aller sur ce code-là. Bon, utiliser celui-ci. T'as une souris ici. Ouais, tac. Puis c'est juste d'aller sur ce fichier-là. Puis de récupérer ça. Voilà. Tu récupères les livres. Lo graba con... Lo tenés que tener. Sí, escribe el visual de la plaque circuito y lo manda. Alors là, en fait, t'as pas besoin pour l'instant de la plaque pour faire du VHDL. C'est ça qui est bien d'une certaine manière. C'est que tu peux imaginer dire j'ai pas d'hardware pour le moment, et puis je fais en fait mon code, je peux le simuler, et puis après, une fois que je suis sûr que mon code marche, je vais en fait l'implémenter sur la carte. C'est comme ça qu'on fait. Entre guillemets, on n'a pas besoin d'hardware au départ pour faire du VHDL. Mais après, ce que je voulais montrer, c'est pour dire, bah voilà, parce que on va dire tout le monde aime voir que ça clignote ou des choses comme ça. On va dire qu'il y a des LED qui clignotent ou qu'il y a de la vie. Donc c'est pour ça que j'ai juste fait cette présentation-là. Mais on n'est pas obligé justement d'avoir, on va dire, du hardware pour faire du VHDL. Mais tu dois être connecté à ta plaque ou tu peux faire un nouveau composant? Non, tu peux faire vraiment un nouveau composant. Par exemple, là, ce que je viens de présenter, c'est des différents composants qui sont entre guillemets, software. Je peux les mettre ensemble et puis dire, bah ça, je peux simuler softwarement. Puis une fois que ça c'est fait, une fois que je suis sûr que, on va dire, c'est ce que je veux obtenir comme signaux en sortie à tel moment ou tel moment, bah je vais dire, bah voilà, ça, je vais pouvoir le mettre sur une puce spécifique. C'est les puces que tu dis que tu achetais. Oui. Et après, tu la mettrais sur ta plaque. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez fort, on va dire. C'est surtout ça aussi, c'est que bon, avant c'était lié à certaines puces où il fallait d'abord être sûr que notre programme en fait il fonctionne. Donc c'est pour ça que il y a ce qu'on voit pas dans le microcontrôleur standard, c'est qu'on a l'habitude sur un microcontrôleur standard, on fait notre code, on fait compiler puis on injecte ça sur notre micro. Par contre, on voit que soit ça marche, soit ça marche pas. Alors, soit on a des outils de debug, par exemple sur l'Arduino, on n'a pas d'outils de debug. Donc là, il faut trouver en fait des systèmes pour dire je viens dans telle boucle ou je viens pas dans telle boucle. Sur des systèmes, on va dire PIC ou Atmel ou ce qu'on veut de l'ARM, si on a souvent Kelsoft, en fait, on va pouvoir dire bah voilà, on a ce qu'on appelle des centres de debug, puis on va pouvoir en fait, c'est un peu la même chose, c'est qu'on simule d'une certaine manière comment le fonctionnement de la puce. Puis en fait, c'est notre logiciel qui dit, bah voilà, mes entrées-sorties, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Puis on peut mettre des breakpoints à souvent quel point, et puis dire j'arrête mon code à tel moment, des choses comme ça. Si on n'a pas cette sonde de debug, par exemple sur une plaque Arduino, on n'a aucune sonde de debug. C'est simplement un système Java qui tourne derrière, et puis en fait, c'est le Java qui va directement compiler sur l'Arduino. Donc c'est ça la grosse différence. Là, on est dans un concept, on fait du code, de la simu, après on programme. On a une autre approche. Et la vitesse de processamento? On est là, ici, je suis avec un Quartz qui a du 1,5 mégas ou du 1,8 je crois. Et on peut même aller plus haut. Donc, et un Arduino, pour faire la comparaison entre un Arduino, par exemple, on est sur du 40... attends. Que je dise. Non, là je suis sur une clock je peux être sur une clock à 150 mégas sur celle-ci ici configurable, mais par exemple sur un Arduino on est par exemple l'ordre de 40 mégas max. L'Arduino je suis pas sûr. Un PIC par exemple, un PIC 32, on peut le configurer à 40 mégas, on peut pas aller plus haut. Mais l'FPGA ça va aussi dépendre du circuit que tu as codé. Ouais. Parce qu'il y a des circuits qui ont des chemins plus longs qui donc ne peuvent pas réduire la clock parce qu'il y a une propagation du signal qui est trop longue. Ouais. Ça dépend de ce que toi tu écris comme schéma à envoyer sur la FPGA. Oui. Ouais. Ouais. Donc c'est à toi là,
ajouter des mémoires intermédiaires pour augmenter la fréquence, comme font les fabricants de processeurs, d'augmenter la taille du pipeline pour avoir une vitesse d'horloge plus élevée. Là, ce qu'on ne voit pas, puisque je ne présente pas ici, c'est dire sur des logiciels, on va dire là, c'est une web edition. Donc en gros, on n'a pas tous les outils à disposition. C'est-à-dire quand je vais faire, justement, on voit ces petites portes ou ces petits machins, je peux dire, dans telle cellule, je veux mes portes qui soient en fait dessiner mon circuit, on va dire refaire encore un design derrière. Donc justement, comme disait Martin, c'est qu'on peut encore dire, voilà, je peux accentuer mon signal ou pas avoir de glitch ou des choses comme ça. Donc on peut vraiment travailler presque sur le silicium ou sur la cellule en fait où on veut notre design. Il faut savoir que là sur une FPGA, je peux avoir des milliers de cellules à disposition, puis je peux vraiment dire dans telle cellule il y a telle partie de code, dans telle autre partie, ainsi de suite. Et on peut configurer en fait ces cellules comme ça. Mais là on vient vraiment du design de puces. C'est un level que même pour les étudiants que j'enseigne un peu de VHDL, je présente même pas ça. Donc ça, on va dire, ça devient plus haut, ça devient vraiment de la création de circuits intégrés. Voilà. On y est. Parfait. Il y a d'autres questions? Ouais, c'est cool. Après, une fois qu'on a déclaré les librairies, qu'est-ce qu'il y a besoin? Si on regarde le datasheet. Les entrées-sorties, Voilà. l'entité. Donc en gros, il faut commencer à créer en fait une entité. Donc là, tout ce qu'on voit en fait en bleu, c'est des mots codes qu'on ne peut pas utiliser. Donc je ne pourrais pas utiliser la notion de IEE en implémentant par exemple une variable ou des choses comme ça. Ici, donc là, on va lui dire qu'il faudra des ports. Donc on a la notion de port, c'est tout ce qui est entrée-sortie, soit au niveau hardware ou soit au niveau software. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait comme signaux? Qu'est-ce qui vous interpelle? Il y a A et B. Par exemple, donc on pourrait dire ici, on va faire déjà les entrées. Donc soit, je vais vous montrer deux éléments, c'est soit qu'on peut faire un bus, par exemple, on m'a parlé justement que c'était un comparateur 4 bits, Arnaud, c'est ce qu'a dit Arnaud. Ici, je vais vous montrer comment on fait un bus ou comment on fait simplement une pin. Donc par exemple, on va mettre entrée A comme nom. Voilà, parfait. Là, on va mettre 2 points parce que là, c'est la syntaxe. C'est clair qu'au VHDL, il faudra, on va dire, ceux qui veulent s'y mettre, apprendre de la syntaxe. Ici, c'est l'entrée A, 2 points. On va lui dire en fait si c'est une entrée, une sortie ou si ça peut être un signal bidirectionnel. Donc là, on va dire que c'est une entrée, donc c'est in comme le code. Et après, on va lui dire ici quel type de signal c'est. Est-ce que c'est un bus? Est-ce que c'est une ligne simplement? Donc soit on peut utiliser la notion de bits, mais comme là on a vu le STD Logic, on va utiliser ça. Donc là, ici, je veux faire un bus, donc ça sera du STD Logic-vector. Donc en gros, là, on va lui dire le nombre de vecteurs que je veux. Donc on part toujours de l'élément 0. 0, c'est une ligne. C'est pas quelque chose qui n'existe pas, mais c'est quelque chose qui existe. Donc là, si on veut aller de 0 à combien pour un bus 4 bits, vous mettrez combien? 0,3, mais on peut aller de 1 à 4. On peut aller aussi de 1 à 4. Mais généralement de 2 à 5 aussi. Ça, je l'ai fait sur un décode, par exemple, si on utilise plusieurs parties d'un bus, on peut séquencer puis lui dire je veux telle partie. Et généralement, comme on va dire l'esprit humain est quand même, pour certains est tordu, mais d'autres est logique, on va dire on commence toujours par, c'est une convention, on commence par 0. Parce que l'esprit humain, justement, il a plutôt tendance à commencer à 1. Oui, justement, mais là, comme c'est pour des électroniciens, peut-être les électroniciens sont un peu tordus, donc on commence à 0. On a une deuxième entrée. Après, par exemple, on peut faire une deuxième entrée, par exemple la B, puis ça va être exactement la même chose. Donc là, on est sur quelque chose, on est sur un bus, là on n'est pas sur une seule ligne, mais en fait, cet élément-là, entrée A, va recevoir en fait 4 signaux en même temps. Donc 4 signaux, 0, 1, 1, machin. On peut faire, par exemple, je peux travailler très bien avec ça, je peux travailler par exemple à la pin elle-même. Donc en gros, je pourrais dire, j'aurais par exemple une entrée A0 ou A1 ou A10, c'est égal. Donc ici, parfait.
Là, bah, ici, ça veut dire que j'ai aussi des entrées comme ça, et puis là, je vais pouvoir lui dire c'est aussi des entrées, et puis ça sera de type in std logic. Là, c'est plus un vecteur, c'est vraiment une pin. C'est Donc là, là. on s'arrête là. Quand tu dis ici logic, c'est 0 ou 1 le valeur qui va rentrer. Voilà, en gros, alors le std logic, il a plus de variables. Normalement, je crois qu'il a... 0, 1, pull-up, pull-down, Ouais, je crois qu'il en a... indéterminé et... Il y en a 8 au total. Ouais. D'accord. Et en fait, tout le monde utilise ce type std logic parce que c'est ce qui est reconnu par les synthétiseurs comme étant le signal binaire de référence. Ouais. Alors qu'au départ, c'était on va dire, l'élément bit, en fait, qui pourrait être utilisé. On pourrait très bien, si on fait un copier-coller de ça, je pourrais remplacer le std logic vector par bit vector. Par contre, là, on aurait beaucoup moins de signaux à disposition. Il te manque LT. Mais en fait, il y en a encore d'autres. Donc, Il y a un trait analogique, on peut créer. Non, alors je dis non, mais c'est pas officiel. Enfin, il faut savoir que certains fabricants sont en train, puis il y a certains synthétiseurs qui sont en train de mélanger en fait de l'analogique avec du numérique. Il faut savoir qu'à la base, le VHDL est fait quand même pour des composants numériques. D'accord. Donc en gros, c'est du signal TTL ou du signal CMOS, c'est ça. Mais on est dans des systèmes où maintenant on veut, comme on a vu, on veut tout à l'intérieur d'une seule puce. Donc certains fabricants commencent à être capables de faire autant de l'analogique que du numérique. Donc le VHDL te permet de décrire des signaux analogiques. Ouais. Mais après, la plupart des synthétiseurs vont te dire je sais pas quoi faire avec ça, je sais pas comment le mettre sur la puce. D'accord. Donc en gros, tu peux faire du traitement de signal sur une FPGA, comme disait Martin. Par contre, ce qui va sortir, si tu n'as pas une circuiterie analogique, effectivement, tu dois quand même sortir des signaux, on va dire, numériques. Donc tu peux faire plein de calculs, plein de traitements de signaux, mais tu peux pas en fait les combiner. Ou soit tu dois rajouter derrière en fait une circuiterie qui comprend en fait ton signal numérique. Mais tu peux faire de la transformation de voix ou des choses comme ça. Je suis tombé sur une vidéo où il y en a un qui s'amuse justement à faire mettre de la distorsion sur une voix ou des choses comme ça. Et avec de l'échantillonnage, puisqu'on a des fréquences qui sont beaucoup plus grandes que sur un microcontrôleur, donc tu peux faire de l'échantillonnage assez rapide. sur un bit, en mode Sony DSD et autres. Il me semble, ouais, tu peux faire des trucs assez poussés, mais j'ai pas ce niveau-là encore. Mais j'aimerais bien y arriver un jour. Ok, là par exemple pour les sorties, on a je crois à disposition 3 sorties, on peut faire exactement la même chose. Par contre, qu'est-ce qui va changer là-dessus? Quelle valeur il va sortir Alors déjà ça, la longueur du bus, mais en gros le mot-code qui va dire que c'est une sortie, ça serait quoi? Si là, out. Voilà, out. Comment tu veux les appeler tes sorties? Bon, je sais pas, mes sorties... Comme les EQGTLT quoi. T'as EQGTLT en entrée et t'as EQGTLT en sortie. Voilà, parfait. Nickel. Là, alors, encore une petite spécification, mais ça c'est propre au langage. C'est pas faux de mettre en fait un point virgule à la fin de out_std_logic, mais là en fait on va pas le mettre. Parce que c'est la dernière instruction de l'entité, donc ils ont dit qu'il n'y avait pas de point virgule. C'est comme ça. Enfin, il ne faut pas se poser de questions. Mais si, le point virgule sera séparé. Oui, mais pourquoi on le mettrait pas À la fin, parce que tu vas le séparer de quoi? C'est pas faux. Je pourrais donner ça comme explication. Nickel. Et puis après, là, on doit terminer. Les ingénieurs de la IEEE. Ça vient peut-être l'ADA, ça. Et donc là, on a le droit de mettre un virgule. Voilà. Et là, en fait, on va réutiliser, soit on peut mettre end entity ou soit end comparator qui font partie en fait de l'entité. On est obligé de ça fait un bloc. C'est un bloc d'entité. On a les deux possibilités. Parfait. Maintenant, ça, on a fait notre entité. Maintenant, on va toujours pas pouvoir synthétiser en fait le code parce qu'il nous manque quoi? la fonction. Là, Si on essaie de synthétiser, tu peux essayer. c'est quel Alors, bouton c'est le petit triangle en fait. Voilà, celui-là. là. 300 Warning. Non, il y aura même des erreurs là, puisqu'il va dire il manque quelque chose. Entité. Non. Là, elle n'est même pas définie, mais
Alors, mais même là, normalement, ça ne marchera pas. C'est encore pire. Ouais. Ok. Donc il faut de toute façon l'architecture. Donc là, en gros, l'architecture, on va devoir dire, ça c'est le corps du programme, va falloir en fait dire, mon architecture, elle est liée en fait à une entité, mais elle pourrait être liée à plusieurs entités. J'ai jamais fait, mais c'est possible. Donc là, il faudra mettre normalement, ouais, ça c'est juste architecture. Donc là, c'est le nom là. Généralement, on m'a toujours dit, tu peux mettre arch, par exemple, comparateur, tout ce que tu veux. Puis là, on va lui dire de quelle entité c'est pour faire. Tu pourrais lui dire comparator. Je sais pas, ce serait un test à Tu veux faire. implémenter plusieurs interfaces. Non? Si tu veux les J'ai chaîner. jamais fait, mais normalement, ça devrait être possible. Ou de faire une architecture, une deuxième, une troisième de carré. Ok, parfait. Là, on va juste mettre à la fin directement end architecture. Généralement, on l'oublie. Avec un. Voilà, parfait. Nickel. Puis, ce qui est aussi super important, il faut mettre en fait un begin à l'intérieur. Voilà. Là, en fait, on a un corps qui est normalement synthétisable ici. Non, Il donne pas les deux Il va points. faire rien. Là, il va rien faire, mais on peut le synthétiser déjà. C'est-à-dire qu'à la machine, il saura en fait qu'est-ce qu'il y aura. Là, il nous met simplement que le exconv est non identifié. Enfin, si on revient sur le Il est fichier où, VHDL, on voit que l'entité, en fait, elle s'appelle comparator. Elle s'appelle pas le nom du fichier. Donc là, il faut simplement... Alors là, c'est l'outil, hein. C'est des spécifications d'outils. Donc là, il faut aller dans assignement. On va aller dans device, non, dans settings, pardon. Settings. Voilà. Puis ici, on va aller dans général, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà. Puis là, on voit le top level entity. Là, on va cliquer dessus, juste à côté. Voilà. Puis là, on va dire, l'entité, elle s'appelle en fait comparator. Voilà. Là, on fait OK. Puis là, on recompile. Enfin, on synthétise plus généralement. La page changée. Alors là, on voit qu'il nous fait plein de warnings. On pourra aller voir les warnings. C'est simplement que c'est que toutes les ports qu'on a déclarés, en fait, on les assigne pas à un device concret. Donc si on regarde, on nous dit, voilà, il n'est pas... c'est une valeur par défaut, mais on ne sait pas si c'est une entrée. Ça ne va pas sur du hardware. Si on vient maintenant configurer en fait ces différentes pins sur la puce, on n'aura plus ces hardware-là. Il y a aussi, je crois, un système où on nous dit, je crois sur la tension aussi, que c'est une tension qui a été déclarée par défaut. Là. Voilà. Donc ça, on pourrait encore changer aussi ces références-là. Parfait. Donc là, ça veut dire que ici, en gros, quand je fais ça, on va dire que j'ai une structure qui est complète. Maintenant, ça va être en tant que développeur à dire, ma petite pupuce là que j'ai distribuée, comment elle fonctionne. Et puis comment elle fonctionne, ça va être à vous en fait de développer ça. Donc soit on peut faire justement, alors, j'ai un peu simplifié le truc, c'est que si je viens là-dessus, directement sorti puis tu ajoutes un tout. c'est un peu ça. Mais je vais juste montrer, alors c'est pas les bons noms on va dire de système, mais ça représente par exemple le truc, vas-y, ça fait encore... Ouais. Là, je suis juste sur les architectures. Là dans l'architecture. Voilà. Boum. Voilà. En gros, ça ici, c'est que j'ai fait plus simple, que ce soit avec d'autres noms de variables. C'est que j'ai imaginé dire comment en fait votre table de vérité, si on regarde dessus, si je reviens sur la présentation, pardon, hop là, ici, je vais juste le faire aussi là. Hop là, si on revient. Bien là-dessus, cette représentation de table de vérité, on voit que si je reviens là sur le code, alors, hop, là, je vais y arriver, hop là, ici, je peux faire simplement un process et puis lui dire, voilà, quand j'ai en fait mon bus qui est plus petit que l'autre, ça va me donner telle action sur telle sortie. Et puis là, je suis dans un mode séquentiel. Donc là, il faut juste remettre les bons noms. Ouais, il faudrait remettre les bons noms pour justement entrée A, ça remplacerait bus switch S1 et puis
à S5 et puis bus S5 et S8 ça remplacerait. C'était plus simple de faire Ouais, aussi. moins risqué. C'est l'interface qui est sur les noms Bon, je vous ai présenté un peu, on va dire, en gros, le VHDL. Je suis sûr qu'il y a quand même encore des zones d'ombre. Par exemple, je ne vous ai pas dit comment on a assigné une valeur. Là, par exemple, on voit PPQ et prend la valeur de 1. Ça, justement, ce tout petit égal, ça veut dire qu'on assigne une valeur. On va donner en fait quelque chose à telle valeur. Et là, c'était juste pour vous présenter déjà en fait à quoi c'était le VHDL et comment on pouvait l'utiliser. Je vais attendre qu'Arnaud ait complété, on va dire. C'est PGQ PGQ, ouais. C'est moins joueur au début. Et puis il faudrait juste encore implémenter S10 aussi. SDIF. Ouais. Il est où? Si tu veux, tu as if S10 pour la valeur de 1. Qu'est-ce que c'est SDIF? Une entrée, une C'est sortie? simplement un switch. C'est une entrée. Les garçons sont gourmands. Et puis n'oublie pas que c'est un point virgule au bout de ça, c'est un détail. Ouais, mais ça va aller. Voilà. Normalement, si t'as tout fini. Tout ça, ça reste enregistré, non? Ouais, tout ça c'est enregistré. De toute façon, il y a un GitHub FixMe où il y a des codes VHDL si jamais qui sont à dispo. Dans la présentation, j'ai mis aussi des liens sur du code VHDL, sur la présentation de la vidéo qu'on a vue sur la puce, là, comment ils ressortent la ZIC. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Donc là, en gros, il y a de toute façon tout à disposition pour les gens qui veulent revoir du VHDL, qui veulent s'initier des choses comme ça. Bueno, Faut solo, l'ajouter dans la solo liste. dois regarder avec plus de sommeil sur moi. Voilà. J'ai pas assez de sommeil. Si jamais la conférence elle sera sur Twitch encore pendant 2 semaines et après elle sera sur. Enfin, et on la met aussi sur YouTube. Ah, d'accord. Voilà. Ah, Il y a c'est une bon. page wiki Là- sur le wiki de Fitme, ça s'appelle Todo. Todo. C'est le nom des comptes. Oui, je rentre là. Parfait. En tout cas, merci. Merci à toi. Merci. On se retrouve autre fois. Là, en gros, on voit qu'on a que 3 warnings. C'est quoi la sensitivity list? Tu vois les trucs entre parenthèses après le process? Si tu descends, C'est ça. oui, en gros, Ça dit celle-ci, que le process il doit faudrait- être évalué je à le chaque rajoute fois là que cela Ouais. il change. Mais c'est vrai, faux, ça dépendrait. Il faudrait voir le schéma là. Si je rajoute S10 ici, Ouais, tu peux. ça vire le warning? Essaye. Il faut essayer. Mais en gros, si le schéma n'a pas de mémoire, il faut mettre tous les Une signes mémoire, c'est juste qui là. sont lus. Mais il le comprend même comme ça, même si tu le mets pas, il le comprend. C'est d'ailleurs embêtant de devoir les mettre. Donc là, en fait, on a fait notre code, tout. Alors, il y a la possibilité, je vais pas le montrer ce soir, c'est de faire de la simulation. Mais on peut faire en fait de la simulation pour voir réellement comment ça fonctionne. Donc justement ici, mais il faut y assigner en fait les différentes valeurs. Et puis après, on peut ce code-là, on pourrait l'implémenter directement sur notre puce et faire quelque chose de fonctionnel. Donc voilà à peu près le système. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste revenir sur la présentation. Hop. Tac. Tac. Il y a déjà des librairies dans l'IEEE pour calculer genre des haches de GPU. Faudrait, je suis sûr qu'il doit avoir des trucs. Hein. Alors, hop. Écrit poly.script. Parfait. Donc là, on a vu. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques? Dire cette présentation était nulle, elle était top. Je sais pas. Ma question, c'est si tu veux utiliser la même pin pour des entrées et des sorties en fonction d'une clock, ou si tu veux lire plusieurs. Enfin, tu vois, du time multiplexing. Oui, alors, une VHDL, entrée, il peut rentrer dans un... Tu peux la mettre, une clock sur une entrée par exemple, tu pourrais l'assigner en fait à plusieurs processeurs. Par contre, dans un process, tu peux pas faire
checker plusieurs clocks. Donc en gros, tu dois faire presque un process par traitement de clock. Mais tu peux avoir plusieurs... par exemple, si tu veux détecter une première clock, puis une deuxième, puis une troisième, dans un même process, tu ne peux pas le faire. Ici, il faut utiliser des flags ou des choses comme ça pour dire, bah voilà, à tel moment, je veux voir telle information, donc je peux rentrer ailleurs. Mais si tu mets, par exemple, 2 Rising Edge dans le même process, ça sera infaisable. Parce qu'il n'y en a qu'un des deux qui peut être Ouais. à la fois. Par exemple, là, c'est un truc que je n'ai pas expliqué, c'est-à-dire, on voit dans le process, j'ai pu utiliser un if. On serait tenté, par exemple, de dire, hors d'un process, je ferai un if, par exemple. Bah là, c'est pas possible, parce qu'en gros, c'est dire le if appartient à un process. Mais là encore, il faudrait que je fasse une deuxième compte sur le VHDL pour qu'on voie 2-3 langages, enfin 2-3 instructions concurrentielles, puis 2-3 instructions séquentielles pour aller un peu plus loin. Ça peut faire partie, s'il y a des gens qui sont motivés, d'une deuxième conf sur le VHDL, on va un peu plus loin dans le code, par exemple. Quand tu as ton process, parenthèse, signal, Ouais. à chaque fois qu'il y a un changement sur un de ces signaux, Oui. il va exécuter la boucle, il va runner en Il va séquentiel ce qu'il runner, y a dans ton alors, bloc. ce qui est important, c'est qu'il va runner une fois en séquentiel, et puis il faut qu'il y ait à nouveau un changement. Parce que, comme disait Martin, c'est qu'il n'y a pas de notion. On peut créer de la mémoire, mais normalement, il n'y a pas de mémoire. Donc, en gros, c'est que le système, s'il ne change pas, on ne revient pas dans la boucle. Donc, ça aussi, c'est un peu. Il faut faire attention comment on fait nos process. Mais tu peux implémenter une state machine. Oui, alors justement, c'est fait, le VHDL est aussi. Ouais, mais aussi fait pour ça, c'est que en fait on simule pas, on code des machines d'état. Et puis c'est de jouer en fait avec ces machines d'état. Et moi j'ai une question, c'est que quand tu fais tourner un truc sur FPGA, tu peux être. C'est l'avantage de l'électronique, c'est que tu peux être genre 10 000 fois plus rapide que le software. Mais du coup, quand tu le simules, t'es méga lent aussi, non? Oui. Ça pose pas de problème? Si. Alors ça dépend encore une fois des outils. Mais oui, ça pose problème parce qu'on est dépendant d'un CPU hardware de nouveau, puis c'est notre PC. Donc là, ce que je fais généralement, c'est que je dis ok, j'ai une clock qui doit aller à tant de temps par exemple, bah, je la divise pour que, entre guillemets, ça rentre dans ma simulation. Okay. Donc moi je veux, par exemple pour la simulation, je veux juste voir un changement d'état sur différentes pins. Donc en gros, je vais diviser ma fréquence, qu'elle soit plus rapide pour dire ok, bah ça je peux le faire. C'est juste voir le principe. Mais je pense que, on va dire, dans des softs payants, là, de toute façon, c'est un problème, mais tu utiliseras plusieurs machines pour faire de la simulation. Et tu dois vraiment avoir la vitesse ou tu fais sur une board de développement? Je pense, ouais, de toute façon. Justement, tu fais, par exemple, je sais qu'il y en a qui font leur dev sur une FPGA, puis une fois que la FPGA, en fait, elle est configurée et elle marche, mais ils envoient ça, en fait, en ASIC, par exemple. Pour dire, bah, effectivement, ça allait plus vite. Il y a un projet qui s'appelle GHDL qui est basé sur GCC aussi, qui justement permet de faire des simulations assez efficaces. Ok. Donc voilà. Il y a des simulateurs sur GPU? C'est une bonne question. Ça c'est peut-être pas mal, j'ai l'impression, comme hardware. On a la soirée. Ouais. Non, moi pas. Je pourrais pas te dire, j'ai aucune idée. Si tu arrives à y penser, alors c'est sûr. Parfait. Il y a des gens qui se vont Autrement, comme je l'ai dit, j'ai mis sur la présentation en fait des liens. Donc il y a une page sur le wiki de FixMe qui est sur le langage VHDL. C'est 2-3 codes qui y sont. C'est une page qui peut être améliorée, hackée, enfin tout ce que vous voulez. Il y a aussi un GitHub où j'ai mis, je crois, 2-3 codes que j'avais fait à l'occasion. Autrement, c'est tous les liens que j'ai utilisés pour faire cette présentation. Il y a du Wikipédia, il y a justement comment ça s'appelle ? Il y a un cours de VHDL, il y a la vidéo pour la ZIC. Donc allez jeter 2-3... allez regarder ces liens. Il y en a plein d'autres évidemment. J'ai pas mis malheureusement les liens sur le code en lui-même, mais je crois sur la page du wiki il y a certaines informations. Donc voilà. Je vous remercie à tous pour avoir participé à cette présentation. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a démystifié un petit peu ce qu'était le VHDL. Et puis voilà. Puis si vous êtes motivé, je ferai une VHDL 2
Ça marche? Merci. Avec plaisir. Merci. Voilà.